On va revenir ici. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ZStream. On va no-coder avec Zilio et l'IA. Installez-vous confortablement. Je vais animer ce stream pendant 1 heure. Et n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Bonjour à Alex qui nous a déjà rejoint. Là, je vois qu'on est 6. Voilà, ça va. Vous avez commencé à arriver sur le stream. Merci à vous. Et puis on va démarrer. Alors aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de sujet particulier, puisqu'en fait, je partage mon écran, vous devriez le voir. En fait, ici, j'ai tout l'agenda de tous les streams que j'ai pu faire depuis le début. Vous voyez, depuis le stream 1 jusqu'au précédent, le 28. Donc, il me reste un certain sujet à exposer, notamment des nouveautés. Et puis, il y a le grand sujet des formules que je souhaite un peu présenter aujourd'hui. C'est pas forcément un sujet, c'est un des sujets un peu plus difficile, parce que ça permet de combiner des textes, des données, de calculer également, de créer des conditions. Donc, on va aborder cela aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais aborder quelques petits sujets, des petites nouveautés qui ne sont pas sortis en fait, qui ne sont pas encore sortis, mais qui vont sortir normalement ce soir, au pire demain matin. Et en tout cas, si vous êtes en week-end, vous les aurez pour lundi. Et donc, c'est des petites évolutions qui ont été demandées. Je pense qu'ils vont agrémenter l'expérience utilisateur dans Zilio. Et puis, on va parler d'un sujet qui traînait depuis pas mal de temps au niveau des tables utilisateurs. Leur usage était un peu figé parfois. On va aborder ce sujet dans ce stream aujourd'hui. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au final, il a fallu 28 streams pour couvrir toutes les fonctionnalités de Zilio. Alors, on n'a pas été dans les détails forcément de toutes les fonctionnalités. Vous voyez, il y a un peu de tout. On a fait du Google Sheet, on a fait les composants, les intégrations REST, Airtable, TimeTonic, QR code, signature. On a vraiment couvert les tables, les sécurités, Xano. On a vraiment couvert tout le panel des possibilités dans Zilio. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on combine toutes ces fonctionnalités, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas faire votre application avec tout ce jeu de composants, d'actions, de types de tables, d'intégration. Il y a vraiment de quoi faire en combinant tout ça, sachant que la plupart sont déjà disponibles en gratuit. Il reste encore quelques petits sujets qu'on n'a pas forcément adressés de manière spécifique. On a l'intégration OpenAI. On n'a peut-être pas couvert tous les paramètres possibles. Je ne sais plus si on a fait le chat, à voir. Conditions d'affichage, voilà. Surtout les formules. On n'avait pas fait de stream dédié à cela. Voilà, en tout cas, c'est la bonne opportunité pour vous, parce que on a couvert vraiment la plupart des sujets. D'ailleurs, ça se ressent si vous allez ici dans les vidéos YouTube de la chaîne Zilio, vous voyez tous les sujets qui ont été adressés. Voilà, à chaque fois, on tâche de mettre un, deux, voire 3 sujets maximum, même si on en a adressé davantage dans chacun des streams. Mais voilà, sachez que toutes les vidéos YouTube font quelque part une sorte de tutoriel géant où vous trouverez quasiment tous les sujets qui sont couverts par la plateforme Zilio. Voilà, c'est plutôt récent en plus, puisqu'on a commencé en décembre. Vous voyez ça, 7 mois, voilà. Et en fait, l'interface a été revisitée de fond en comble avant cette série de streams. Donc en fait, l'interface n'a pas énormément changé depuis. Donc tout cela reste valable. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc aujourd'hui, on va aborder quelques petites évolutions, pas encore livrées, mais vous allez les avoir normalement ce soir, ou demain matin, voire lundi. Enfin, ce sera avant lundi, c'est sûr. Mais vous pourriez les découvrir, vous, lundi matin, devant votre café. Voilà. Alors, pour cela, je vais me rendre
sur un serveur de test. Voilà. Alors, quel était le premier sujet? Le premier sujet, c'était, on va redescendre un peu. Voilà le Zoom. Voilà, Jérôme nous a rejoint. Bonjour Jérôme. Et Alex nous dit bravo pour la constance. Ouais, merci Alex. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident de trouver du temps de manière régulière. Et puis, ça demande un peu de préparation. J'avoue que j'ai pas énormément préparé pour aujourd'hui. Mais c'est vrai, parce que j'ai pas vraiment besoin de données de test. C'est vrai qu'en général, je passe un peu de temps pour préparer. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand je montre une fonctionnalité, j'essaie de le faire avec des données réalistes. J'essaie de trouver des cas d'usage assez réalistes. Ça permet de se projeter. Ça permet aussi de ne pas trop simplifier le cas d'usage et de passer à côté d'une vraie démo qui a un sens. Donc ça demande un peu de préparation. Voilà, alors aujourd'hui, je vais quitter. Ah oui, mais là, j'ai pas le compte de stream. Tant pis, je vais utiliser une app cliente, ThermoChef. On a le droit de la montrer. Donc voilà, donc c'est une application compagnon d'un produit qui s'appelle ThermoChef, qui est un robot cuiseur. Vraiment excellent produit. Donc, on travaille avec ce client depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Et on a créé avec Zilio plusieurs applications pour ce client. Mais l'application phare, c'est celle-ci, parce qu'elle permet en fait au client d'accéder à 895 recettes préparées spécifiquement pour ce produit, avec, comme vous pouvez le voir ici, descriptif de la recette, avec toutes les instructions pour exécuter cette recette, et puis toutes les valeurs nutritionnelles, parce que cette application a aussi vocation d'aider les utilisateurs à créer des recettes de santé. Voilà, il y a des programmes également. Alors, le premier sujet qui a été demandé depuis un certain temps déjà, c'était pas évident de le mettre en place. C'était pas vraiment un bug, hein, mais c'est vrai que c'était pas très confortable. C'était à propos du zoom. Quand on appuie sur contrôle molette de la souris, on avait un zoom qui zoomait, vous voyez, vers le haut gauche, ce qui est un peu perturbant. Donc aujourd'hui, quand vous zoomez, voilà, je zoome, je dézoome, vous voyez, ça zoome où se trouve le curseur. Vous voyez, si je me déplace, on va zoomer ici. Alors, en fait, ce n'est pas le curseur, hein, je me corrige, c'est le centre de l'écran. Vous voyez, ici, je suis là au centre, hein, je peux mettre la souris à droite, peu importe. Et là, on a... voilà. Vous voyez, ici, ça zoome ici ça zoome ici. Ah non, c'est le curseur. C'est le curseur. Non, j'ai dit une bêtise, je corrige, c'est vraiment le curseur. Ici, ce qui est mieux d'ailleurs. Hein. Vous voyez, si je me positionne ici, on zoome sur cette zone. Voilà, vous voyez, c'est ultra précis. Voilà, en tout cas, c'est un peu plus naturel que le fonctionnement précédent. Voilà, ça fonctionne aussi dans les transitions et dans les données. Ah oui, mais ici, c'est cadré en haut à gauche. Vous voyez. À un moment donné, il y a des limites parce que si je dézoome, alors qu'il n'y a pas de zone en haut, vous voyez ici en haut, on ne peut plus scroller vers le haut forcément, on ne peut pas se centrer sur cette zone alors qu'il n'y a pas d'espace vers le haut. En fait, il faudrait déplacer toutes les tables en fait. Voilà. Voilà. Vous voyez ici, ça zoome ici. Voilà, en tout cas, voilà, la première amélioration qui apporte un certain confort, c'est le zoom dans les espaces de travail. Voilà, je regarde de temps en temps, ça fait un message. Et on s'hydrate. Bon, j'ai la clim hein, quand même. Ok, deuxième sujet. Je descends. Deuxième sujet. Donc celui-ci fait explorateur d'écran. Sujet qui avait été demandé aussi. Il me semble que ça avait été demandé pendant un ZIA atelier. En tout cas, c'était un item qui était dans notre backlog depuis un certain temps. C'est la possibilité d'explorer les écrans, notamment quand on a des applications qui commencent à se complexifier
C'est pas rare d'avoir des applications avec 50 écrans, 70. Je crois même qu'on a des apps qui vont jusqu'à 90. Et on commence à avoir des apps aussi qui sont desktop. C'est un anglicisme, desktop first, donc orienté ordinateur en premier, où en fait, au lieu de les voir sous cette forme-là, sous forme mobile, on les voit plutôt dans l'outil lui-même. L'utilisateur les travaille en mode desktop en premier, ce qui fait que voilà, on a une zone qui est assez grande, même si on peut dézoomer. On travaille dans une zone qui est assez grande, sur plusieurs lignes. Et on peut vite avoir, voilà, comme je vous ai dit, 70, voire 90 écrans, je crois, pour la plus compliquée. Et du coup, on a ajouté ici un explorateur d'écran qui va vous permettre de rechercher des écrans. Donc, par exemple, recettes. Ici, voilà, on a tous les écrans qui contiennent recettes. Par défaut, les écrans sont triés par position, donc de gauche à droite, puis de haut en bas. Voilà. On peut trier par ordre alphabétique et on peut trier par type. Alors ici, j'ai pas de pop-up, mais sinon vous verriez écran, puis pop-up. Voilà, donc c'est assez discret, ça n'occupe pas d'espace si on n'en a pas besoin. Voilà, je ne l'ai pas précisé, évidemment, si on clique dessus, l'écran en question est mis en avant. Voilà, on va remettre comme c'était. On va repositionner ça ici. Voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux et celles qui utilisent déjà Zio, voilà, on a deux nouvelles fonctionnalités qui agrémentent l'espace de travail. Voilà. Ok. Un autre sujet, c'est à propos de l'expérience utilisateur et notamment l'accessibilité. Donc, c'est un sujet qu'on a adressé. Alors, je ne sais plus si c'était le stream d'avant ou d'avant. Avant, ouais, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a 15 jours. On a parlé d'accessibilité. Et en fait, ici, on a une application qui est accessible. Alors, pour la rendre accessible, on a ajouté un thème contraste. Donc, en fait, c'est plutôt haut contraste, mais bon, il n'y avait pas la place, donc on a juste mis contraste, qui permet en fait de basculer toute l'application en noir et blanc. Et en fait, tous les composants ont été optimisés pour fonctionner en deux couleurs. Voilà. En général, noir et blanc. Vous voyez, ici, on n'a que du noir et du blanc. Bon, à part ce petit gris, noir semi-transparent ici. Et donc, tous les composants ont été rendus compatibles accessibilité, ce qui fait que ce composant, par exemple, bouton, ce composant texte, s'auto-déclare auprès des attributs d'accessibilité. Donc là, on est sur du HTML, donc, ce sont les attributs ARIA pour ceux qui connaissent. Ce qui fait qu'on peut naviguer dans cette application, on peut activer des boutons, on peut naviguer dans des listes, on peut sélectionner des éléments. Et tout cela avec des lecteurs d'accessibilité. Voilà. Et parmi les nouvelles fonctionnalités qui permettent d'adresser l'accessibilité, si vous allez dans Configuration, vous voyez ici, on a la possibilité de zoomer, de dézoomer le texte. Voilà. Donc ça zoome, ça dézoome et ça enregistre le zoom courant dans l'espace de l'application, ce qui fait que si l'utilisateur revient, il retrouvera le zoom qui a été défini. Voilà, c'est peut-être un peu trop. Voilà, donc c'était la troisième fonctionnalité, les zooms utilisateurs. Et on va parler maintenant de la quatrième fonctionnalité, les tables utilisateurs de Zilio, où on a fait un travail pour les rendre davantage flexibles et pour les rendre plus comment dire, internationalisables, ou plus, je ne sais pas si ça existe, plus traductibles, je ne sais pas. En tout cas, pour qu'on puisse vraiment les utiliser en
en français d'ailleurs, et lever une autre limite dont on va parler. Et on a Xavier qui nous a rejoint. Voilà, donc je reprends l'agenda pour ceux et celles qui viennent juste de nous rejoindre. On a parlé de petites fonctionnalités qui agrémentent l'espace de travail Zilio avec l'introduction d'un zoom qui se fait au centre et avec l'explorateur d'écran. Ici. Voilà, je rappelle, tout cela sera disponible cet après-midi ou ce soir sur le serveur. Alors, le quatrième sujet, ce sont les tables utilisateurs. Et puis après, on parlera de formules. On parcourra un peu ce qui est possible de faire dans les formules. On parlera aussi de colonnes dynamiques, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas dans Zilio. Tout simplement parce qu'on a un moteur de formule qui permet de couvrir ce besoin différemment. Donc ça, on en parlera. Ça fait partie de la vision de Zilio. Allez, parlons de table utilisateur. Alors pour ça, qu'est-ce que je peux prendre? On a test login. Parce qu'en fait, là, il m'aura fallu une ancienne app. Voilà, on a une table utilisateur. Allez, je vais utiliser celle-ci. Je vais faire CTRL-A, sup. Donc, on recommence de zéro. Et ici, on va... Alors, ce qui m'intéresse, c'est celle-ci. Non, je peux pas tout est sélectionné. Voilà, c'est cette table qui m'intéresse, utilisateur. Voilà, donc le souci qu'on a cherché à adresser, c'est faire en sorte que la table utilisateur soit encore plus flexible qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un système d'authentification qui existe, hein, vous le connaissez, il suffit d'aller ici, créer un écran de connexion et vous indiquer la table sur laquelle vous souhaitez authentifier vos utilisateurs. Donc, ici, on choisit utilisateur. Voilà, vous avez un écran tout prêt qui fonctionne et qui vous permet de transitionner sur un autre écran qui contient des données privées, par exemple. Voilà, donc ici, je transitionne. Voilà, je clique ici. Voilà. Jusqu'à maintenant, rien de nouveau. Hein. Donc, on a une table utilisateur. Sachez aussi qu'on peut avoir plusieurs tables utilisateurs. On peut avoir une table utilisateur pour les admins, une table utilisateur pour les partenaires, une table utilisateur pour les utilisateurs internes, des utilisateurs externes. Donc ça se fait. On a des apps, notamment les plus complexes, où on a plusieurs tables utilisateurs. On a des applications de recrutement, par exemple. On a des tables candidats, on a des tables entreprises, des tables utilisateurs. Donc c'est vraiment au choix. C'est vraiment à vous de voir lors de la conception de votre application si vous souhaitez partir sur plusieurs tables ou sur une seule table, ce qui est également possible, avec une colonne rôle, par exemple, qui permet de définir le rôle de l'utilisateur. Les deux sont possibles. Moi, je dirais que si les données des utilisateurs sont complètement différentes, par exemple, vous avez des utilisateurs dans lesquels vous collecterez des données comme, je ne sais pas, de l'adresse, numéro de téléphone, des données un peu plus pratiques, je dirais, pour répondre aux besoins. Et d'autres utilisateurs comme les admins ou, je ne sais pas, des partenaires où finalement vous avez des données complètement différentes. Vous n'avez pas forcément l'adresse de livraison, par exemple. Vous avez plus je ne sais pas, des IBAN ou des informations sur le nom du comptable. Vous voyez, des informations plus entreprises que particuliers. Dans ce cas-là, il serait mieux d'avoir des tables différentes puisque vous auriez des données, un jeu de données différentes. Donc c'est toujours mieux hein, si on peut créer des tables différentes. Ça vous permet d'avoir moins de colonnes. Ça vous permet d'identifier plus simplement vos données plutôt que d'avoir des tables avec 30, 40, 50 colonnes, avec la moitié des colonnes non utilisées, puisqu'elles sont optionnelles, hein, puisqu'elles adressent plusieurs besoins, plusieurs jeux de données à la fois. Donc ça, on peut déjà le faire. Donc ça, c'est pas nouveau. En revanche, on a une contrainte dans Zilio depuis la nuit des temps, c'est que cette table utilisateur doit avoir des colonnes un peu spécifiques
elle doit avoir une colonne email, une colonne password et une colonne profile. Voilà. Et idéalement aussi name qui permet d'afficher l'utilisateur. D'ailleurs, je vais vous montrer, parce que si on rentre ici, on a un panneau utilisateur qui est automatique. Il est proposé par Zilio de manière automatique. Vous n'avez pas besoin de le mettre en place. Vous avez le nom identifiant, qui est l'email ici, et la possibilité de déconnecter. Et en fait, le souci, c'est que si on renomme ces colonnes, si on renomme le profil, par exemple, si on dit que c'est, je ne sais pas, photo de profil, voilà, la donnée est toujours là, hein, elle est toujours disponible. La photo est toujours présente. En revanche, Zilio ne sait pas. Si on rentre en simulation, Zilio ne sait pas, en fait, afficher. Attendez. Ah oui, c'est parce que. Ouais. Et en fait, il y a un algorithme. Zilio essaie quand même de trouver la photo de profil. Donc, je vais un peu tricher, je vais dire profil 5. Alors, voilà, si on la renomme d'une manière complètement différente. Voilà. Ah non, à moins que. Ah ouais, il y a d'ailleurs un autre algorithme, en fait, il cherche le type de colonne. Ouais, en fait, on a fait des évolutions pour essayer de deviner, donc je ne vais pas pouvoir l'illustrer dans cette version qui est à jour. Il a fallu que je vous le montre, il a fallu que je vous le montre sur le serveur de production, en fait. Bon, je ne vais pas changer de serveur. Tout ça pour vous dire que quand sur le serveur de production aujourd'hui, on passe sur celui-ci qui contient l'évolution, on ne pouvait pas ici adapter son modèle de données. Et en fait, ici, on se trouve avec des colonnes, des affichages vides par rapport à ça. Donc, en fait, on a fait évoluer le modèle pour qu'on puisse renommer les colonnes. Donc, ici, on peut par exemple mettre nom. Ici, on peut, si on souhaite, utiliser photo. Et je vais vous montrer le résultat. On vient ici, email, on passe, on confirme. Vous voyez, non, rien n'est cassé. Voilà, donc ça, c'était pas possible. Il fallait absolument name pour que ça fonctionne. Et d'ailleurs, ici, le simulateur demandait name pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse voir ici le nom de l'utilisateur. L'autre grande fonctionnalité qu'on a mis en place, c'est la possibilité de ne plus utiliser l'email comme identifiant. Je vous montre, donc ici, j'ajoute l'identifiant. Voilà, imaginons que ce soit maintenant la façon d'identifier un utilisateur. On va dire que Daniel Morgan, c'est Daniel, DA. Voilà, et puis ici, Alice Frank, c'est AF. Bon, ça peut être un identifiant AF 123, etc., hein, comme vous voulez. Hein. Voilà, et du coup, au lieu de s'authentifier via un email, on va pouvoir s'authentifier via un identifiant. Donc ça, c'est aussi une remarque qu'on nous avait fait. On dit voilà, mais si l'email change, du coup, ça fait changer les relations entre les tables. C'est pas, voilà, c'est pas pratique. Donc ça, on peut l'améliorer maintenant. Donc on a bien l'identifiant ici de type chaîne de caractères. Et puis, on a toujours l'email. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant, via des nouvelles propriétés, au niveau de la connexion, on va pouvoir en fait changer ici la manière d'identifier un utilisateur. Donc, par défaut, c'est l'email. Donc en fait, on a fait en sorte que les applications actuelles restent compatibles. Donc on a l'email par défaut. En revanche, vous allez pouvoir le changer par identifiant. D'ailleurs, c'est pareil avec le nom et photo. Vous allez pouvoir indiquer une colonne qui va pouvoir être afficher un nom. Donc ça peut être nom, mais ça peut être une autre colonne, voire une formule. Et puis également pour la colonne photo, peut-être photo ou toute autre colonne. Voilà, donc là, vraiment un gros changement sur l'authentification, puisqu'ici, on peut passer par un identifiant. Et donc, si on revient sur ce formulaire, je vais zoomer pour vous. Donc, si on revient sur ce formulaire, ici,
il va falloir changer le type de saisie, parce que si on veut passer par un identifiant, il va falloir indiquer à Zilio, attention, la saisie n'est plus un email, donc on va utiliser un autre composant que la saisie d'email, on va utiliser un composant de saisie de texte à la place, et on va renommer en identifiant. Vous voyez, si on passe sur identifiant, normalement Zilio a renommé dans l'action, voilà, la propriété identifiant correspond bien au champ identifiant, le mot de passe n'a pas changé. Voilà. Et donc, en simulant ici, vous voyez, si l'identifiant de Daniel, c'est DA, maintenant, je dois saisir DA. Voilà. Donc ça, je sais que ça va plaire à pas mal d'entre vous. Ça a déjà été soulevé quelques fois, notamment dans nos ateliers. On a dit que ce serait bien de rendre la table un peu plus flexible au niveau des attributs d'authentification. Voilà, donc vous voyez ici, on a une table qui est complètement en français. Hein, le téléphone, je peux passer aussi en français. Voilà. Sachant que le téléphone n'était déjà pas utilisé pour l'authentification. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc ça, c'était vraiment un gros travail hein, pour notre part, de travailler sur cette table. D'ailleurs, c'était la dernière table qu'on n'avait pas pu traduire complètement en français. Vous saviez, Zilio était qu'en anglais il y a 2 ans. On a commencé à le traduire il y a 2 ans. On a traduit l'outil, on a traduit toutes les actions, on a commencé à traduire les tables. Et là, on avait vraiment un souci parce que voilà, l'authentification, c'est vraiment quelque chose de spécifique. C'est vraiment quelque chose de très technique. Vous voyez, on touche à la sécurité, hein, évidemment. On a des traitements qui sont spécifiques. D'ailleurs, remarquez que dans ce modèle, la table utilisateur est sécurisée. Les autres tables sont publiques, mais en fait, vous n'avez pas besoin de rendre la table utilisateur publique pour que l'authentification fonctionne. Et heureusement, ça n'aurait pas de sens de rendre la table utilisateur public. Sinon, n'importe qui pourrait accéder aux utilisateurs et au mot de passe. Donc, cette table est sécurisée. En revanche, toutes les autres, à partir du moment où elle est sécurisée, elle doit être accédée après une authentification. Donc, après cette étape d'authentification. Les tables utilisateurs, lorsque vous les définissez comme support d'authentification, vous pouvez les sécuriser. Alors, on nous a déjà posé la question, est-ce que je dois mettre ma table utilisateur en public parce qu'il y a une authentification dessus et qu'évidemment, quand on l'utilise, on n'est pas encore authentifié par définition. Donc, la réponse est non. Gardez-la sécurisée. D'ailleurs, quand vous la drag-droppez depuis les modèles, elle est par défaut sécurisée. Vous pouvez la laisser sécurisée. Voilà, alors Jérôme nous dit, oui, ça va bien aider, même pour TimeTonic, nous pourrons utiliser l'identifiant TimeTonic qui est unique. Exactement, Jérôme. Donc ça, il faudra bien penser à aller ici, dans les propriétés, de bien faire correspondre. Donc Zilio va essayer de faire une correspondance avec les tables que vous utilisez. Si c'est la table utilisateur, ce sera automatique, il n'y aura rien à faire. Si c'est une autre table, comme une table TimeTonic, il faudra sûrement ici customiser la colonne que vous souhaitez utiliser comme identifiant. Notez qu'il y a écrit identifiant maintenant, alors qu'avant il y avait email. Hein. On a renommé ça en identifiant. Et puis également, pour le nom et la photo, vous pouvez aussi customiser en différentes colonnes. Sachant que Zilio essaye quand même de déterminer. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une colonne qui s'appelle, je ne sais pas, photo de profil, mais pas forcément photo, Zilio va quand même essayer de retrouver les colonnes qui pourraient correspondre. Donc on a un algorithme qui cherche par nom, qui cherche par type. Donc, Zilio essaye de deviner quand même pour vous faciliter la vie. Voilà. Et Jérôme nous dit, ce qui serait cool, c'est de pouvoir modifier la page de profil. Oui, je suis au courant. Ouais, c'est prévu. C'est prévu qu'on puisse la modifier. Voilà. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple maintenant.
avec toutes les modifs qu'on vient de faire. Et voilà, c'était vraiment une modification vraiment pas facile parce que ça touche au cœur de l'authentification. Et puis, il a fallu faire en sorte que les applications actuelles fonctionnent sans aucune modification de votre part. Donc, on ne vous demande pas de réintervenir sur vos applications, d'aller changer le paramétrage. Ça fonctionne, il n'y a rien à faire. En revanche, si vous voulez customiser l'apparence, si vous voulez customiser les colonnes de vos applications, maintenant, vous pouvez le faire. Ou changer la façon d'authentifier via un identifiant qui n'est plus un email, ça c'est possible. Mais par défaut, on ne vous demande pas de migrer vos applications. Et d'ailleurs, on n'a pas de script de migration, donc il n'y a pas de risque de casser vos applications. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en temps réel là, pendant ce stream, ou sinon sur le Slack, c'est l'occasion d'en parler, le Slack de NoCode France ou le Slack de Zilio. Voilà, avec ici 3 canaux principaux, général, idée, évolution et questions. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Être au courant des dernières fonctionnalités. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur les boucles dont on a parlé, je ne sais plus si c'était la semaine dernière peut-être, qui sont sortis, qui sont disponibles maintenant dans les actions. On a eu beaucoup de messages privés, même sur LinkedIn, on a eu des retours très positifs sur l'ajout des boucles dans les actions. Donc ça permet aussi de se passer de make juste pour faire des boucles dans les tables. Voilà, et puis je crois qu'on a couvert les nouvelles fonctionnalités. Maintenant, on va parler de formules dans Zilio. Voilà, on peut continuer avec notre écran de ici, produit. On va faire ça. Authentification n'est plus le sujet. On va aller ici, sur produit. Voilà. Alors ici, on a une liste de produits. On a notre catalogue qui est présenté sous forme de grille et qui utilise le composant grille qui est disponible ici, dans les listes. Et en fait, ce composant propose un certain nombre de propriétés qui vous permettent de customiser son apparent. Donc ici, on a pas mal de propriétés qui couvrent la plupart des besoins. Sachant que Zilio, ça fait plus de 3 ans que c'est en production, que c'est utilisé commercialement. Et donc, on a pu affiner, à travers le temps, on a pu affiner en fait tous les besoins clients. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est quand même des années de retour d'expérience d'utilisateur qui font que le composant ici est assez complet. Et puis, on a prêté attention aussi qu'on n'aille pas un peu dans tous les sens, qu'on ne se retrouve pas avec 50 000 propriétés qui s'excluent, qui s'incluent et qui deviennent assez bordéliques pour vous. Voilà, donc c'est un condensé de propriétés ici, de styles, qui vous permettent d'adresser la plupart des besoins. N'hésitez pas à faire des remarques, d'ailleurs, si vous y trouvez des limites. On est à l'écoute de cela. Alors, on va parler de formule. Et donc, la formule, en fait, va vous permettre d'affiner ce que vous souhaitez afficher dans vos écrans. Donc, pour illustrer cela, je ne vais pas vraiment préparer, donc on va un peu improviser. Donc, n'hésitez pas à challenger les cas d'usage que je propose ici. Alors moi, ce que j'aime bien quand je propose un écran de détail, ici, c'est un peu customisé. Vous voyez, ici, c'est un peu plat comme présentation. Donc celui-ci, j'aime bien le passer en mode texte. Voilà. D'ailleurs, si vous utilisez l'IA le fait automatiquement. Voilà, description. Moi, j'aime bien utiliser le composant suggestion. Celui-ci, on peut le passer en horizontal. Prix, on peut également le passer horizontal. Évaluation nutritionnelle, j'aime bien utiliser le composant de progression, sur lequel on va ici associer évaluation nutritionnelle. Je vais les renommer pour que, quand on fait des sélections ici, on ait des noms propres plutôt que détail numéro 3, donc détail produit.
Voilà. On revient un peu sur les bases de Zilio, hein. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, même très basiques. Voilà, évaluation nutritionnelle, alors c'est pas vraiment des pourcents, hein. En termes d'unités, on est plutôt sur une progression sous forme d'icône. Et puis, évaluation nutritionnelle, on va utiliser... c'est vrai qu'on a les nouvelles icônes. Voilà, on peut mettre des pizzas. Allez. En plus, il est midi. Voilà, on change la couleur, on le passe ici. Ensuite, on va faire la même chose pour le niveau de stock. Alors, plutôt que drag dropper, je vais copier-coller. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V. J'obtiens une copie. Et puis, voilà, pour aller un peu plus vite, vous voyez ici, je sélectionne, au lieu d'évaluation nutritionnelle, niveau de stock. Voilà, je le drag ici. Je supprime. Niveau de stock, on va lui mettre une icône différente. Une icône de boîte. Voilà, puis une petite couleur différente. Devise, on va supprimer. Et identifiant, on va considérer que c'est un peu technique, donc on va le supprimer. Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que le prix est égal à 2. Alors, on ne sait pas bien quoi, on ne sait pas si c'est des euros, des dollars ou quoi que ce soit. En tout cas, voilà, ce n'est pas une bonne façon de présenter un prix. Alors, dans notre table ici, dans notre table produit, on a un 2. Un souci de... Regardez ça. Bon, ça, c'est le serveur de test, hein. On va regarder cela. Alors, le niveau de stock ici, vous voyez, c'est un nombre. Et c'est un nombre, et c'est tout à fait normal. Vous voyez ici, c'est de type numérique. On le voit ici. Le prix est un nombre. Alors, ça convient très bien, hein. Je ne recommande pas de passer en mode texte pour y rajouter le symbole euro. Simplement parce qu'en fait, quand on a un nombre, on va pouvoir faire des calculs. Vous voyez, si vous construisez un panier, vous allez pouvoir additionner. Si vous voulez proposer une réduction, vous allez pouvoir appliquer une réduction sous forme de pourcentage. Donc c'est vraiment important de conserver les nombres sous forme de nombres plutôt que d'essayer de tricher et de le passer en mode texte pour y ajouter une devise. Parce qu'à partir du moment où on ajoute une devise, on ne va plus pouvoir faire des calculs. Donc là, c'est très bien, c'est un nombre, on continue comme cela. Ici, c'est un nombre. Et là où les formules sont intéressantes, c'est justement ce qu'on va permettre d'adapter l'affichage. Voilà, donc on a une approche différente dans Zilio. On préfère adapter l'affichage là où c'est nécessaire, plutôt que de le faire de manière centralisée au niveau des tables. Vous voyez, si on parle de concurrents comme Glide, par exemple, Glide propose des colonnes dynamiques. Et en fait, la seule façon d'adapter l'affichage dans Glide, c'est d'ajouter une colonne dynamique où vous allez reprendre le prix et ajouter la devise. Vous allez avoir une colonne prix et une colonne prix avec devise. Et si vous voulez faire un calcul, vous allez avoir une colonne prix avec devise, une colonne prix avec réduction et une colonne prix avec réduction avec devise. Et en fait, quand on a démarré Zilio, alors on a démarré un peu avant Glide, ou avant qu'on découvre Glide. Et nous, on n'a pas du tout pris cette approche. On ne souhaite pas avoir des tables avec des colonnes à rallonge, où on se retrouve avec des tas de colonnes supplémentaires. Et en plus, dans Glide, si vous voulez faire des calculs de calculs, vous allez cumuler des colonnes intermédiaires. Si une colonne dynamique nécessite 5 autres colonnes dynamiques et elle-même nécessite 3 autres colonnes dynamiques, vous allez retrouver avec 15 colonnes dynamiques juste parce qu'à la fin, vous aviez besoin d'un calcul en particulier. Et ça se retrouve dans les tutoriels de Glide. Donc ça, nous, on ne veut pas. On ne veut pas introduire... On veut que les tables, qui est vraiment la source de vos données, on ne veut pas que vos tables contiennent trop de colonnes et qu'on ne s'y retrouve plus. On veut que vos tables soient vraiment assez claires et précises. On a vraiment uniquement les données nécessaires à la gestion de vos applications. Et vous allez ici affiner ce
que vous souhaitez afficher ou même calculer, hein, parce que les formules sont utilisées également pour calculer, hein, et pas seulement pour afficher. Si par exemple vous voulez lancer un paiement dans Stripe avec, je ne sais pas, une commission supplémentaire, donc vous allez faire un calcul, vous allez le faire avec une formule dans une action. Hein, donc, les formules ne sont pas réservées, à l'affichage. Voilà, alors, DevryX nous pose la question, les prix sont stockés sous quelle forme? Alors, je l'ai montré tout à l'heure, je ne sais pas si la question date d'avant, ici. Alors, elles sont montrées. Alors, c'est un peu embêtant ce bug-là. Je vais basculer sur le serveur de production. Voilà, et puis, qu'est-ce qu'on en a produit? Okay. Donc là, c'était une démo avec des couleurs. On va recommencer. Voilà, et puis, ça va vite. Hein. Regardez, je prends une table produit. Et donc là, c'est l'occasion de vous montrer. Donc, on a la table produit. Voilà, on n'a plus le petit souci là. Voilà, donc c'est stocké pour répondre à la question. Si on souhaite stocker un nombre, utilisez du coup une colonne de type nombre. Et là, par exemple, niveau de stock, c'est 6, 3, 2, 5. Les prix, c'est 2, 6,5, 8, 2,5. Donc, DevryX nous dit, j'ai cru voir 0,8. Et donc, non, pas forcément. Donc, DevryX nous dit, les prix ne sont pas stockés sous forme de centimes. En fait, c'est un nombre. Donc, Zillion n'a pas la notion de tarif ou de prix. Il n'y a pas un type tarif ou prix. On a un type nombre. Voilà, donc 2,50 €, c'est 2,5 par exemple. 4,20 €, c'est 4,2. Ça reste un nombre. Voilà. Ce qui permet évidemment de faire les calculs. Donc effectivement, pour répondre à ta question, ici, dans cet éditeur de table, les zéros insignifiants ne sont pas affichés. 8 €, ce n'est pas 8,00, en tout cas dans l'éditeur ici, puisqu'on reste sur un nombre. En revanche, c'est là où je voulais arriver, j'avais 10 minutes pour arriver à la première formule. On va supprimer ça. Et puis, c'est peut-être un peu trop long d'ailleurs comme introduction. Hein. Je vais peut-être aller un peu plus vite. Donc le détail, produit, ici, et puis, voilà, on va rajouter une petite transition. Voilà, donc ici on a le prix. On a le prix, on voit qu'il est égal à 2, il pourrait être égal à 2,2 par exemple. Hein. Et donc ici, on va utiliser une formule. C'était vraiment le sujet principal d'aujourd'hui. Donc ici, on a un composant qui est associé à la donnée produit-prix. D'ailleurs, si on se rend ici, vous voyez, données, on va afficher le prix. Si j'affichais évaluation nutritionnelle, ici, on a 5. Donc, je reviens sur prix. Et là, effectivement, ce n'est pas très présentable. C'est pour ça qu'on va passer en mode formule. Voilà. On retrouve 2, parce que 2, c'est le prix qu'on avait initialement renseigné. Donc, Olivier apparemment un impératif. Au revoir Olivier, merci de ta visite. Et donc ici, on retrouve notre prix, qui est égal à 2. Remarquez au passage que Zillion fait l'effort, hein, chaque fois qu'on édite un champ, un Zillion fait l'effort d'aller chercher dans vos données des données qui correspondent aux formules, aux champs. Donc en fait, vous voyez vos formules fonctionner en situation. Et donc ici, je vais aller, parce que je pointe bien vers la bonne colonne, je vais aller dans Format, et je vais dire à Zillion, dans cet écran, tu vas l'afficher avec sa devise. Et là, on bascule sous forme de devise. Et puis comme c'est une formule, on doit saisir ici le nouveau libellé. Voilà, donc on pourrait afficher ici, par exemple, le prix de TTC. Voilà.
Alors Olivier nous dit j'arrive, mais ça doit être la fin comme d'habitude. Bah non, il nous reste une demi-heure, Olivier. On commence à peine les formules. Voilà. Donc vous voyez ici, on cherche à résoudre le besoin là où il est. On cherche à formater. La donnée à l'endroit où on en a besoin. Évidemment, on peut copier-coller. Et puis bientôt, on va avoir aussi la possibilité de copier-coller des formules. Ça vous permettra de réutiliser, évidemment. Là, je peux copier-coller, hein, évidemment, en touchant ici. Ah, Olivier nous dit dingue, je ne suis pas en retard. Donc, il s'impressionne lui-même de ne pas être en retard. Non, en fait, on a commencé par des évolutions Zilio. Je ne vais pas revenir dessus, hein, mais des évolutions qui vont sortir très bientôt. Voilà, donc voilà, premier exemple de formule assez simple où on s'est contenté de reprendre la donnée et de la formater d'une manière différente. Voilà, donc on peut formater, donc là je peux formater sous forme de nombre, vous voyez, je peux indiquer ici un format spécifique. Imaginez que ce soit une donnée scientifique par exemple, ou tout à l'heure on a vu des données nutritionnelles, un peu scientifiques, hein, des milligrammes, des choses comme ça, donc on peut ici forcer le nombre de zéros. On peut ici indiquer une unité. Hein, je peux être en grammes, en milligrammes. Je peux être en unité astronomique, en kilos, en mètres, peu importe. Voilà. Et puis, on peut vouloir ou pas le séparateur de milliers. Je ne vais pas trop montrer. Voilà. Alors, en fait, une devise, quelque part, c'est très proche d'un nombre. On aurait mis deux décimales et le symbole ici. Hein. C'est équivalent. Les devises, hein, on va directement droit au but. Hein. C'est un raccourci. Ensuite, on a un nombre entier. On a un format de numéro de téléphone, texte. Texte qui est le plus basique, en fait. Hein. L'information s'affiche telle qu'elle. On a des formats de date. Je vous montre rapidement. Est-ce qu'on a des dates dans la base? Parce que là, ça affiche n'importe quoi. Bon, peu importe. Hein. On peut avoir une date avec date seulement, date et heure seulement. Si on met date et heure, on peut choisir le format court, moyen, long. Voilà. Et tout ça, évidemment, se traduit dans la bonne langue. Ici, vous avez le format français. Et si un utilisateur anglais se connecte, vous aurez le format anglais qui sera utilisé. Voilà, on va revenir en devise. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est de dire je suis dans ma formule et je vais pouvoir formater ici ma donnée. On pourrait également ajouter du texte. Donc on pourrait dire c'est 2 € TTC. Voilà, ça vient se rajouter plutôt à droite. Voilà, ça n'a plus de sens de le mettre ici. Mais ici, on pourrait dire prix à l'unité, par exemple. Voilà, donc ici, on a une formule. Vous voyez, ça va bien au-delà d'afficher le prix, juste le prix et de le formater correctement. Ici, on peut ajouter des informations supplémentaires. Voilà. Vous pourriez aussi utiliser d'autres colonnes. Alors, quel exemple pourrais-je prendre alors, on va le prendre ici, comme ça on fait une pierre deux coups. Ici, nous avons une liste, je vais zoomer pour vous, avec en titre le nom, ce qui convient bien, et en description, en sous-titre, on a description, mais on va plutôt afficher le prix. Voilà, c'est plutôt une information importante. On va basculer en formule, et je vais faire comme tout à l'heure, on va indiquer que c'est une devise. Voilà. Parce que là, tout va bien. Et on souhaite
pourquoi pas combiner avec une autre colonne. Donc c'est là où les formules sont intéressantes, c'est que ici, dans sous-titre ou dans titre, peu importe, c'est là où ça devient plus puissant que d'avoir des colonnes dynamiques. À tout moment, dans mes composants, je peux customiser la façon d'afficher les données et je peux même les combiner. Ou ici, je pourrais vouloir ajouter en plus une autre colonne. Donc là, je vous montre, pour ceux et celles qui ne connaissent pas les formules en Zilio, on a des fonctions qui sont disponibles, qui vont vous permettre d'aller puiser parmi vos données supplémentaires et même d'en faire un calcul. Donc ici, je vais pouvoir puiser sur des fonctions qui vont pouvoir faire de la manipulation de texte. Vous voyez ici, faire chercher dans du texte, remplacer dans du texte. Est-ce que c'est inclus dans du texte? Concaténer, chercher la longueur d'un texte, diviser un texte en plusieurs parties, répéter du texte. Vous avez aussi des fonctions de calcul, calculer un montant. Ici, on a une fonction qui permet de calculer tout et n'importe quoi avec une expression. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? On va l'utiliser. Voilà, donc on va utiliser calcul, par exemple. Mais pour dresser un peu le tableau des fonctions, on a aussi des formules de calcul de date. Vous allez pouvoir calculer la durée entre deux dates. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Attendez, je vous montre. Ici, dans les formats de date, en plus des dates que je vous ai montrées tout à l'heure, on a aussi des distances et des durées. Et d'ailleurs, alors là, c'est pas un nombre, alors c'est pas... Attendez, date de début. Date de début, on va mettre la date du jour. Ok, je vais prendre date. Date et heure actuelle. Et ici, date et heure actuelle. Bon. Remarquez que j'ai utilisé une formule dans une formule. Donc c'est là où ça devient puissant. Je peux imbriquer des formules dans des formules. Et je le fais, encore une fois, à l'endroit où j'en ai besoin. Donc ici, on a... j'ai mis 2 fois la même date parce que c'est la date d'aujourd'hui. C'est pas très pertinent. Je vais modifier, je vais aller en fixe. Je vais dire 2026 06 31. Voilà. Donc ici, j'ai une fonction qui me fait un calcul entre deux dates. Le format, ici, c'est durée. Du coup, c'est un format qui s'adapte automatiquement à la donnée qui est calculée. Donc ici, Zilio, en tout cas le format de durée, a identifié que la meilleure façon d'afficher la durée entre ces deux dates, c'est d'utiliser l'unité semaine. Parce que si on avait utilisé l'unité mois, on aurait affiché 0,5 mois, vous voyez. Si on avait utilisé jour, ce qui fonctionne, on aurait utilisé 14 ou 15 jours, je ne sais pas. Sachant qu'on peut changer. Ici, je peux changer en jour. Voilà, je peux le mettre en heure. Mais Zilio a déterminé que 12 jours, c'est à peu près 2 semaines. Voilà, on peut l'afficher en minutes, en secondes, en mois. Voilà, donc c'est arrondi, donc du coup on affiche 0 mois. Voilà, en année, ça va être pire. Et voilà, donc la durée, c'est en 2 semaines. On peut le figer encore une fois. Voilà, en jour. Voilà, donc, tout ça pour vous dire qu'on a d'autres formats d'affichage. Donc les durées, on a également les distances. Et en fait, les distances vont vous permettre d'afficher également en kilomètres, en mètres, en fonction. J'y vais. Bon, là, ça n'a pas de sens, mais voilà, on peut l'afficher en kilomètres, impérial. Et encore une fois, on a une adaptation de l'unité. Vous voyez, si on passe en dessous du mètre, on va nous afficher des centimètres. Ou des mètres, si c'est quelques mètres. Donc, voilà tout ce que font les formats, en fait. Les formats vont vous aider à formater votre donnée
donc je supprime ici, tel que vous souhaitez dans votre écran. Voilà, sans impacter vos données. Donc ça, c'est, je me répète, hein, on ne souhaite pas impacter votre modèle de données si vous souhaitez afficher une donnée dans un écran. Pour nous, ça, c'est pas la meilleure façon de faire. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est ici de construire votre formule en fonction du besoin précis. Donc, si on revient ici, on a le prix. Et ici, on a une fonction de calcul avec V1 plus V2, donc deux variables. Et ici, ce qu'on pourrait faire, c'est appliquer une remise, par exemple, de 10%. Donc, je pourrais faire V1 fois V2. Donc, V1, ça va être notre prix. Donc, je vais dans colonne prix. Et V2, ça va être soit j'affiche le prix déjà remisé, soit j'affiche le montant de la remise. Là, si je fais, vous voyez, 90% par exemple, donc 0,9, on a 1,80. Voilà. Et là, je peux le passer également en devise. Voilà. Et là, on peut mettre un petit texte, remisé. Voilà. Pourquoi je ne le vois pas? Ce n'est pas un nombre. Ah, ok. Voilà, donc on a ici la remise qui est appliquée. D'ailleurs, si on simule, vous voyez ici, peut-être en plus grand pour vous, on a voilà, pomme, 2 € remisé à 1,80, poire remisé 7,20. Voilà. Voilà, donc on peut appliquer une formule à des données affichées dans des écrans de manière très unitaire et très ciblée. On peut également les utiliser dans des listes. Vous voyez, la répétition fonctionne. Voilà. Alors pour cela, il faut faire attention. Il faut utiliser vraiment ici colonne. Alors vu qu'on est dans une liste, Zillier vous propose ici les colonnes disponibles dans cette liste. Attention, hein, certains font l'erreur parfois. Si vous sélectionnez données, ici, données prix, vous allez avoir le prix de l'élément sélectionné. Vous allez tomber tout le temps sur un et un seul, celui qui est sélectionné. Par défaut, c'est le premier, donc c'est pomme. Et du coup, vous allez avoir ici les mêmes prix partout. Vous n'aurez pas les prix par élément. Voilà. Pour vous montrer d'autres exemples un peu plus pas forcément sophistiqués, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Celui-là, je pourrais le passer en liste. Voilà. Et puis, je pourrais vouloir, si je dézoome un peu, je pourrais vouloir afficher des statistiques. Voilà, je fais CTRL-A. Voilà. Ici, je pourrais vouloir afficher des statistiques. Donc, je vais utiliser le composant statistique dans le tableau de bord. Et puis, on va utiliser une formule. On peut le mettre en haut. Et ici, on peut mettre totaux, par exemple. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Graph. Voilà, donc peu importe. Hein. Totaux. Et puis ici, dans la valeur, on avait déjà défini formule, elle est vide. Et là, cette fois-ci, on va pas utiliser une donnée qui provient d'une liste ou d'un détail. On va créer une donnée de toute pièce. Alors évidemment, je peux écrire, ici, je peux écrire 50, hein, vous voyez. Pourquoi pas? Pour le maquettage, ça fonctionne très bien, hein, pourquoi pas. Hein. Même une formule peut être fixe. Hein. Je peux ici utiliser un nombre.
je peux encore une fois le figer et définir son format. Par exemple, devise. Vous voyez, donc là, j'ai un nombre qui est complètement figé et il est formaté correctement. Je peux aussi créer une donnée, donc calculer une donnée de toute pièce, donc sans forcément m'appuyer sur des colonnes, des éléments sélectionnés dans un écran. Je vais par exemple utiliser compter ligne, celui-ci. Vous voyez, vous pouvez drag-dropper ou vous pouvez juste cliquer sur l'élément. Et ici, dans les propriétés, je vais sélectionner une table. Voilà, donc ici, j'ai compté tous les produits. Voilà, je peux rajouter un texte si je le souhaite. Voilà, j'ai 11 produits sélectionnés. Voilà, donc ça reste une formule, hein, donc je peux faire ici catégorie est égal à fruits. Alors, je ne sais pas s'il y a un S ou pas. Non, peut-être pas. Voilà. Voilà, là j'en ai que 6. Donc, au-delà, hein, c'est au-delà de formules sur les colonnes. C'est pour ça que ça va au-delà hein, d'avoir des colonnes dynamiques. Ici, vous voyez, je fais un total sur une table qu'on ne pourrait pas associer une colonne. Ou en tout cas, si on le ferait dans une colonne dynamique, toutes les lignes auraient la même valeur, ce qui n'a pas de sens. Hein. Donc on pollue en fait notre modèle de table pour rien, parce qu'au final, on souhaite afficher une donnée dans un écran. Voilà. Alors, est-ce que vous saviez tout ça? Voilà. On a d'autres formules. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais copier-coller celui-là. Ici. On pourrait, par exemple, je vais supprimer. Hein. On peut utiliser une autre formule. Alors, on appelle cela des formules d'agrégation. Moyenne, totale, disons moyen, juste pour le... Donc vous voyez, moyen, Ziggo identifie que c'est forcément un nombre. On va aller dans la table produit, on va sélectionner la table niveau de stock, on pourrait prendre prix, hein, et voilà, donc on a un stock de 4,18 en moyenne. Voilà, on prend nouveau stock ici. Et on peut changer l'icône avec une boîte. Voilà. Voilà, alors j'ai pas d'autres use case en tête. Voilà, alors je vous ai déjà dit, on peut appeler une formule dans une formule. Donc imaginez, hein, vous pouvez combiner tous ces éléments ici dans les formules. Voilà, on a une formule qui permet de traduire, si vous souhaitez créer une application dans plusieurs langues. Voilà, alors Jérôme nous dit qu'il utilise beaucoup les formules. Ouais, ouais, c'est indispensable. Hein. Effectivement. Voilà, on a aussi des conditions. Vous allez pouvoir ici afficher une donnée si c'est vrai. Alors celle-ci nous permet d'indiquer, ouais, c'est si alors, donc en fait elle permet d'afficher une donnée uniquement si c'est vrai. On en a d'autres avec les deux conditions, hein, si c'est vrai, si c'est faux. Et puis voilà, on a des calculs de distance, des calculs de date. On a affiché le panier, le montant total du panier, si vous faites une application de e-commerce.
Qu'est-ce qu'on a? On a voilà, un peu plus technique, hein, afficher le numéro de colonne, l'index. Par exemple, ici, vous pourriez afficher pomme, c'est le numéro 1, banane, c'est le numéro 2, poire, c'est le numéro 3. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Encore une fois, c'est des années de retour utilisateur, voilà, qui nous ont permis d'arriver à cette liste de fonctions que l'on souhaite combiner. Voilà. En termes de vision sur cet éditeur de formules, alors on l'a rafraîchi assez récemment avec ce panneau à droite, avec ce nouveau panneau, la nouvelle façon de faire. On a aussi amélioré le drag and drop. Là, on peut drag dropper n'importe où on souhaite dans la formule, ce qui n'était pas possible avant. Ce qu'on souhaite faire dans les mois prochains, c'est faire un éditeur riche ici. Ce qu'on appelle un éditeur riche, vous allez pouvoir sélectionner du texte, le mettre en gras, changer la couleur, créer un tableau pour créer un texte plus riche qu'on ne peut le faire aujourd'hui. Et ici, ça reste multiligne, hein, je ne l'ai pas évoqué. En revanche, on ne peut pas ici customiser l'apparence des textes, on ne peut pas mettre en italique, on ne peut pas mettre en gras, on ne peut pas changer la couleur, etc. Donc ça sera vraiment une excellente évolution sur cet éditeur. Alors aujourd'hui, on peut un peu tricher parce qu'on peut utiliser le composant, on a un composant Markdown ici qui permet un peu de customiser l'apparence avec le langage Markdown. Bon, c'est un peu technique, bon, pas tant que ça finalement, ça fonctionne avec des étoiles. On peut même demander à l'IA de nous le faire pour nous, convertir le langage Markdown, mais ce sera quand même beaucoup plus pratique effectivement de l'avoir ici, d'avoir une barre d'outils juste au-dessus qui vous permettent de customiser l'apparence. Donc Jérôme nous dit top, donc ce serait top. Tu peux t'inspirer des smart texts de TimeTonic. Ouais. Ouais, en fait, c'est présent dans plein de logiciels. Hein, si on cherche, là, il y a même des éditeurs techniques, hein, Rich Text. C'est partout en fait. Hein, si je prends ici, on passe à la ligne. Avec des styles. Donc tout ça, il faudra qu'on travaille sur ce qu'on souhaite faire. Voilà. Se pose la question des thèmes aussi. Hein. Des polices également. Ouais, c'est un vaste sujet hein, sur ce qu'on souhaite, ce qu'on pourrait proposer. Parce qu'en fait, si on propose ici des thèmes, des polices, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des images. Ouais, est-ce qu'elles sont externes? Est-ce qu'elles sont internes? Les liens, quid de la sécurité. En fait, quasiment chaque sujet ici, bon, sauf les basiques ici, demande une petite étude sur ce qu'on propose, pourquoi et comment ça fonctionne. Vous voyez là, je me dis immédiatement, là, si on propose des styles sur les textes, est-ce qu'on doit les rendre, si je reviens dans l'éditeur, est-ce qu'on doit les rendre configurables dans le thème? Ici, dans la typographie. Est-ce qu'on crée titre 1, titre 2, titre 3 ici, avec la possibilité de les modifier, et du coup, dans l'éditeur riche, ce serait proposé. Et puis, je ne suis pas dans le bon. Et puis, l'autre question, c'est comment on peut imbriquer des formules dans des formules. Est-ce que je vais pouvoir utiliser un rich text dans un rich text, vous voyez? À voir. Si c'est que du texte encore, on pourrait combiner. Mais imaginez que vous fassiez un calcul. Est-ce que ça a un sens que le calcul soit un rich text? Donc à voir. À voir comment le faire figurer dans l'éditeur. Voir les limites et comment le proposer. Mais oui, ça va arriver ça. Hein. Ça va clairement arriver. Parce que ça va permettre de faire des applications encore plus riches qu'on peut le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut
peut faire des choses assez sympas hein, déjà, mais on va pouvoir encore aller plus loin. Et je me dis, je pense que c'est les tableaux tectoniques dans les smart texts, c'est ça? Ouais, c'est ça, les smart texts de Timetonic. Apparemment, l'intégration des variables est réussie, c'est pas mal fait. Donc, ok, je note. Écoutez, j'ai probablement oublié des sujets. Hein. J'ai pas vraiment préparé toutes les possibilités des formules. Je pense avoir dit l'essentiel, hein, ceci dit. Et puis voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal de Zilio. Alors, question, comment on rejoint le canal Zilio? C'est simple. Vous allez ici sur la page d'accueil, sur votre dashboard, vous avez ici le lien sur le Slack de Zilio et vous avez également le lien sur les vidéos YouTube qui sont présentes ici sur la chaîne Zilio. Si vous découvrez Zilio, moi je vous recommande à regarder les 2 premiers streams, au moins le premier, parce que ça présente Zilio. Hein. On est vraiment dans les basiques de Zilio. J'ai vraiment prêté attention à faire un tutoriel vraiment très simple, qui commence de zéro, que vous pouvez reproduire par vous-même grâce aux tables d'exemple qui sont toujours présentes, hein. C'est toujours compatible. Et puis, on a construit, dans les streams 1 et 2, on a construit une application avec liste de produits, détails, et puis on a introduit la navigation avec l'authentification. Ça permet vraiment de mettre le pied à l'étrier, d'avoir vraiment un bel aperçu de Zilio, puisque finalement, toutes les fonctionnalités qui arrivent après, vous pourriez les consulter uniquement à la demande lorsque vous en avez besoin. Par exemple, les push notifications, les rôles utilisateurs, la monétisation, génération PDF. Voilà. Plein de sujets qui sont disponibles pour mettre en place les besoins de vos propres applications ou celles de vos clients. Écoutez, je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui de ce qu'on souhaitait faire. Et la semaine prochaine aura lieu un Z-Stream. Il a été annoncé dans Général. Ah non, je dis une bêtise. C'est pas un Z-Stream, c'est un Z-Atelier numéro 7 qui aura lieu le 24 juin, donc mercredi au soir. On sera présent pour un Z-Stream. Donc je vous invite à bloquer vos agendas avec, c'est la première fois, hein, on aura 2 énormes surprises sans précédent qui seront annoncées pendant ce Z-Stream. Et l'une d'entre elles sera disponible juste après. Alors j'ai dit Z-Stream encore une fois, mais c'est Z-Atelier. Donc le 24 juin, mercredi, 2 énormes surprises seront annoncées. Et la première sera disponible pendant le Z-Atelier ou juste à la fin du Z-Atelier. Et la deuxième sera disponible quelques semaines après ou à définir encore. Mais en tout cas, voilà, c'est une énorme annonce. Énorme annonce, Zilio. Je ne vais pas en dire plus, j'ai envie d'en dire plus, mais je ne vais pas en dire davantage. Et donc c'est un peu pour cela qu'on n'a pas trop, cette semaine, je crois qu'on n'a pas fait de livraison. C'est un peu pour ça, c'est parce qu'on prépare les 2 surprises, voilà, dont une sera disponible en production dès la semaine prochaine, à l'issue de ce Z-Atelier. Et je me ferai le plaisir de vous présenter ces deux surprises pendant le Z-Atelier. Voilà, d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur le Slack de Zilio. Si vous avez des questions, si vous avez un projet en cours, un nouveau projet, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez poser des questions ici directement. On a la communauté, on a des experts, on a des makers qui utilisent Zilio au quotidien qui peuvent répondre. Nous aussi, on peut vous répondre. Si vous avez un besoin particulier pour vous-même ou pour un client, c'est sûr que j'ai clié. Pour vous-même ou pour un client, vous pouvez nous demander conseil. On peut même faire une visio avec vous pour vous indiquer
la meilleure façon d'aborder ce projet. Voilà, Trésor 6. En tout cas, merci d'avoir assisté à ce Z-Stream. Et Jérôme nous dit qu'il sera présent. C'est super, présent. Tu pourras nous faire des retours, justement, temps réel, Jérôme. Je pense que les deux sujets en question vont t'intéresser. Ok, merci à vous, StreamYard. Merci à vous. Je vous souhaite un bon après-midi ensoleillé, un bon week-end.